Anne-Catherine Husson-Traoré, je pense que, je ne sais pas si, je pense que beaucoup de nos adhérents vous connaissent, mais pas tous, parce que Anne-Catherine, c'est Novetic. Vous avez été la fondatrice et la créatrice de cet observatoire, je crois que c'est le terme qu'il faut employer. Alors j'aimerais que vous nous parliez de Novetic d'abord. Alors Novetic a été lancé en octobre 2001 avec ce double ADN d'être à la fois un web média dédié à l'économie durable et la finance responsable, c'est-à-dire depuis le début de faire le lien entre le changement climatique et la finance, ou des problématiques sociales comme le respect de la diversité et les entreprises. Ce qui, il y a 20 ans, était quand même très très nouveau. Et l'idée, c'est que si on parle de ces sujets-là, bien évidemment, on arrive très vite à la finance, qui, à l'époque, il y a 20 ans, était plus orientée, on va dire, sur une finance relativement éthique, portée, au sens portée par des valeurs morales, et que c'était plus cette approche-là, qui était toute petite encore, mais qui se développait, et que petit à petit... Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous êtes amoral? Pas du tout. Ah bon? Mais nous avons accompagné l'éruption d'un mouvement qui a pris une ampleur considérable depuis, qui est le fait, dans la gestion financière, d'intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance de façon assez large, puisqu'on parle de 300 critères, et pas dans une approche finalement de sélectionner ce qui n'est pas bien, mais de sélectionner les entreprises les mieux notées sur ces critères. Oui. À cette époque-là, tout de même, c'était pas très important. Même là, ce que vous appelez l'investissement moral, d'exclusion, etc., c'était très, très modeste. De toute façon, on avait réussi à lister tous les produits existants et tous les acteurs. Nous, on était sur une trentaine de fonds et sur quelques dizaines de millions d'euros. Qui est très différent. Alors Novetic, c'est un observatoire, donc ce sont des gens qui sont consacrés à l'étude de cette problématique de l'investissement responsable. Combien de personnes à peu près? Alors aujourd'hui on est 23, dont plein de métiers finalement, puisqu'on a une rédaction de journalistes pour faire la partie média. On a une équipe de chercheurs qui sont 4 dédiés. Parce qu'en plus, tout ça, c'est complexifié. Donc, au début, c'était relativement facile à la fois de quantifier le marché, de voir ses évolutions. Vous êtes devenu de très grands experts d'un sujet qui a monté un peu en perruque. Donc, aujourd'hui, on va avoir un expert de la finance verte, un expert qui est plus dédié sur les questions par exemple, d'énergie, une autre en l'occurrence, une autre qui est plutôt axée sur la biodiversité, et enfin, qui travaille plutôt sur les questions sociales, le devoir de vigilance, la CSRD, qui sont des réglementations européennes. Oui, ce qui est assez impressionnant, c'est l'aspect complexifié, cette espèce de complexisation dans laquelle on est rentré, c'est assez frappant. Qu'est-ce que vous avez observé finalement pendant ces 20 ans? Ça fait plus que ça fait 22 ans. Ça fait un peu plus de 20 ans. Et donc, au fond, vous avez vu une croissance importante de l'investissement se qualifiant de responsable. Quelle est votre impression générale, finalement, les grandes tendances? Qu'est-ce que vous voyez, au fond? Alors, il y en a un peu deux, puisque aujourd'hui, on est quand même en train de se dire... D'abord, personne n'arrive vraiment à quantifier, mais enfin, la légende urbaine qui circule, c'est que la moitié des encours sous gestion en Europe intégrerait peu ou prou des critères ESG. C'est absolument colossal. Oui, bien sûr. Alors, ce que je dis souvent, c'est que s'ils les intégraient de façon sérieuse, on aurait déjà transformé l'économie, puisque, par définition... Ça voudrait dire que l'ensemble des entreprises cotées sont sur une trajectoire alignée sur l'accord de Paris et respectent toutes les dimensions sociales. Quand vous dites ça, Anne-Catherine, vous faites plaisir, parce que vous dites quelque chose qui, moi, me touche beaucoup, c'est que vous pensez que l'investissement peut changer les choses. Alors oui, tout à fait. C'est moi une des raisons principales qui fait que je me suis intéressée à la finance durable. Et que j'ai travaillé au sein du groupe d'experts de haut niveau qui a travaillé sur le plan d'action européen sur la finance durable. C'est-à-dire que, évidemment, c'est un outil phénoménal. C'est-à-dire que la façon dont on oriente le grand fleuve financier qui est aujourd'hui le plus puissant, compte tenu de la faiblesse des États, on est vraiment sur un pouvoir d'action qui est colossal. Le problème, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans la finance durable, c'est que on est toujours dans un mouvement hérité des années 80 qui est en gros, moi j'appelle la finance mathématique, c'est-à-dire où là on éloigne de plus en plus la finance, on la fait entrer dans une abstraction mathématique qui fait des profits tout à fait faramineux, mais qui en revanche éloigne complètement la finance de l'objet initial dans lequel elle évolue. Donc on s'éloigne de la réalité. On s'affranchit de la réalité. Vous savez, la finance mathématique, troisième dérivée complexe sur les jeux et les options, ça c'est une chose.
c'est une partie du marché. Et puis vous avez une autre partie que j'appellerais la finance arithmétique, avec des notations de toutes les sortes, qui aussi manque un peu d'âme, non? Alors, le souci, donc ça c'est un premier sujet, et si on se reporte à la genèse de la notation ESG, avec la création d'ARES par exemple ou autre, c'était l'idée de se dire, finalement, on a besoin de connaître les entreprises autrement que par un EBITDA. Donc on a besoin d'essayer de comprendre quel est le métier de l'entreprise, vers quoi elle va, quelles sont ses ressources humaines, quel est son portefeuille de produits, à quel type de matériaux, de matières premières elle a besoin, etc. Donc finalement, c'était revenir à l'analyse fondamentale de se dire mais quelle est la valeur réelle de l'entreprise. C'est ça l'idée initiale. Après, on est parti, et souvent elle a été un peu perdue. Du coup, l'idée, c'est de se dire, pour arriver tel un cheval de Troie dans la finance dite mathématique, algorithmique, ce que vous voulez, on va essayer de se calquer sur des modèles de notation type notation financière, ce qui se résume sous le vocable extra-financier, ce que moi, je n'ai jamais revendiqué comme mot. Parce que déjà, quand on dit extra-financier, c'est une petite coquille verte en plus du reste, et ça n'est pas très important. Alors, c'est pas ça l'idée. Et donc, petit à petit, bon, ça s'est structuré avec la création de Vigeo, etc. Et là, on est arrivé sur des référentiels dont l'objectif était d'être standardisé, normalisé pour objectiver une notation ESG, mais sur 330 critères. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les très grandes entreprises cotées comprennent bien comment être bien notées. Et donc, effectivement, on arrive à ces fameux je coche la case, je me débrouille pour cocher la case, et surtout, et ça c'est le problème, le péché originel, j'allais dire, c'est que cette notation vient de l'entreprise, est faite par elle-même, sur du déclaratif et sur de la donnée du passé qui, au mieux, vient de l'année dernière. Donc, en fait, à partir de 2015, donc ça s'est développé bon an, mal an, avec des fonds qui publiaient des magnifiques graphiques pour montrer qu'ils étaient mieux disants que leur indice de référence. Mais enfin, on ne savait pas très bien en quoi, comment, dans quel sens, et puis comme par hasard, le CAC 40 avait l'air tellement bien, sans faire grand-chose, que la première étape dans laquelle, pour moi, les fonds ISR se sont perdus, c'est que à quoi ça sert d'acheter un fonds ISR qu'on paye souvent un peu plus cher, si en fait il ressemble étrangement au CAC 40, au SBF 120 ou autre. On est censé chercher une valeur différente. Donc ça, c'est la première étape. Et c'est vrai qu'à partir de 2015, donc avec l'éruption de l'accord de Paris, avec la matérialisation dans la tête de bon nombre d'investisseurs des risques climatiques, puis des risques biodiversité, puis des risques sociaux, etc., il y a eu l'idée qu'effectivement, il fallait qu'on travaille sur d'autres types de choses, des scénarios de modélisation et surtout des scénarios futurs. Puisqu'en fait, ce qu'on cherche à savoir, c'est en quoi les entreprises sont résilientes ou pas à des crises qu'on traverse, que ce soit la crise sanitaire avec le Covid, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit les crises économiques qui sont bien présentes aussi, avec des secteurs entiers qui s'effondrent. Le secteur du textile est vraiment en train de s'effondrer, à peu près partout, en France particulièrement, et on n'a rien préparé. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui n'ont plus de boulot? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui n'ont plus de boutique? Pour résumer, aujourd'hui, le besoin des investisseurs responsables a évolué, d'une part parce qu'eux, ils ont des engagements sur le climat, et ils s'adressent à des entreprises dont ils aimeraient qu'elles aient la même puissance d'engagement. Exemple, les Say on Climate, c'est-à-dire ces résolutions qui sont soutenues pas mal par des investisseurs responsables, souvent contre le management, et qui poussent à des stratégies climat plus ambitieuses, plus fortes, etc. Alors, Say on Climate, c'est déjà un volant de votre activité, vous surveillez l'engagement des investisseurs. Parce que Say on Climate, on est déjà dans une version qui n'est pas liée strictement à ce que fait la société, mais c'est véritablement si c'est une obligation maintenant légale sur le CNP. Voilà. Le CNP, oui. Oui, le CNP n'est pas une obligation légale, mais c'est devenu une obligation pratiquement peut-être dans quelques jours. C'est-à-dire que ça peut en fait, ce qui est intéressant là, c'est que depuis quelques mois, il y a une partie de bras de fer entre les investisseurs responsables, représentés par le Forum pour l'investissement responsable, et les organisations patronales, en particulier type AFEP, qui sont vent debout contre l'idée de rendre obligatoire le fait qu'il y a un Say on Climate. Et il y a un amendement de la loi sur l'industrie verte qui est en débat et qui doit passer demain, qui doit passer mercredi. Donc il est possible, et en tout cas, il y a l'idée que si on estime ce que dit la planification écologique française,
c'est-à-dire qu'il faut mobiliser les investisseurs sur la planification écologique française, c'est sûr que les sciences de la net sont nécessaires. Oui, ça va aider, effectivement, ça va dans le bon sens, c'est clair. Voilà, donc en gros, on est dans une époque où beaucoup d'acteurs freinent des cas de fer, alors qu'on aurait besoin d'une accélération. Oui. Mais qu'on voit une transformation quand même vraiment de la donnée ESG. Il y a une prise de conscience des élites tout de même depuis 2 ans qui est impressionnante. Moi je trouve, il y a eu un basculement là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de réjouissant. Mais ça reste extrêmement compliqué parce qu'effectivement le dialogue est difficile parce que d'une part la réalité de l'entreprise n'est pas simple et d'autre part il y a un préjugé absolument terrible de dire si vous me parlez de ça, c'est que vous n'y connaissez rien, vous ne connaissez pas mon métier, etc. Le problème, c'est qu'on est dans le pire, puisque finalement, qu'est-ce que poussait le plan d'action européen? C'était vraiment l'idée qu'il fallait travailler à partir de la taxonomie, qui est un référentiel basé sur la science. À partir du moment où la politique, au mauvais sens du terme, s'est mêlée de ça, on a commencé à perdre cette essence-là, puisque c'est l'idée de se dire, aujourd'hui, pour opérer, d'un point de vue financier ou d'un point de vue économique dans le monde, il faut bien que vous ayez une vision claire de ce qui est soutenable ou pas soutenable. Dans le mot anglais sustainable, il y a soutenable. Durable, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, c'était ça l'idée. Et si on avait réussi à maintenir cette ligne jusqu'au bout, ça serait déjà beaucoup plus clair. Alors que là, on a un message totalement brouillé qui, en plus, s'aggrave, puisque le débat s'annonce pour les européennes assez très préoccupant pour l'instant, parce qu'on a effectivement un axe droite-extrême droite en Suède, aux Pays-Bas ou ailleurs, et peut-être en France, qui bloque tout ce qui peut contre toute réforme de l'agriculture, de l'industrie, etc. Et donc qui, en gros, est en train d'affadir le Green Deal. Et ça, c'est totalement irresponsable pour les citoyens européens. Et c'est un énorme problème, puisque, en fait, le débat politique ne se noue pas comme il devrait l'être. Et ça, c'est un rôle important de Novetic, c'est de rappeler les éléments du débat. Et là, pour plein de raisons différentes, on en est arrivé à des dossiers clivés, totalement idéologiques, on est pour ou contre les éco-terroristes, enfin, c'est consternant. Parce que, alors que, et ça c'est peut-être le point qui peut vous intéresser, moi ce qui m'avait frappé cet hiver, c'est que la réalité de la nécessité de se baser sur de la sobriété énergétique, d'être réellement autonome, par exemple du gaz russe, mais pas que, c'est un besoin économique primaire. Et ça, aujourd'hui, les entreprises le savent bien. Donc elles sont perdues là à l'heure actuelle, parce qu'elles ont bien compris qu'il fallait changer. Personne ne leur donne de mode d'emploi très clair. Et il y a un débat politique qui est indigent, parce qu'il ne porte pas du tout sur les vrais sujets. Alors, vous surveillez essentiellement, vous travaillez essentiellement sur les investisseurs, sur les portefeuilles. Mais indirectement, vous regardez les entreprises. Donc, c'est alors, en tant que média, part des choses que vous faites chez Novetic entre les entreprises cotées et les sociétés de gestion. C'est un peu en tant que média, on travaille. On dit souvent que Novetic c'est un carrefour. C'est peut-être, et ça, surtout à l'heure actuelle, un carrefour où se rencontrent beaucoup de gens. Oui. Donc, en tant que média, on travaille aussi bien sur les entreprises que sur les investisseurs ou les ONG, etc. Et l'idée étant à chaque fois de nourrir des éléments objectifs de telle et telle information pour que les gens puissent avoir tous les éléments du dossier. Sur le plan de la recherche, on est axé sur les finances depuis le début. On observe plus particulièrement les fonds et en s'appuyant pas mal sur la réglementation européenne, puisque ce qu'on accompagne aujourd'hui, qui est assez nouveau quand même, c'est quelle est l'intention des gestionnaires de fonds durables. Et c'est là où il y a cette révolution. C'est-à-dire que finalement, à l'initiative éthique au départ, on avait des gens qui avaient une intention, c'était d'aligner leurs valeurs morales avec leur placement. Cette intention est restée, mais c'est pas forcément celle qui est dominante, mais elle est en train de revenir finalement, puisque l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est quel est l'objectif durable ou social ou environnemental que vous donnez à un fonds et qui ne peut pas être la performance financière pour la performance financière. Et ça, pour les gérants d'actifs, c'est une sorte de révolution à laquelle ils vont très très doucement, qui répond à une demande de leurs clients. Mais en revanche, ils ne savent pas comment faire, parce que ça suppose de prendre des parties sur telle ou telle entreprise, de devoir justifier, de choisir celle-ci, d'éliminer l'autre. Ça, c'est pas du tout la façon dont est organisé le dialogue avec les clients. Donc ça reste effectivement très très complexe et un peu confus par définition. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que on a quitté aussi une finance qui était relativement simple,
avec son bilan, ses comptes d'exploitation comptable, etc., pour arriver vers une finance qui est qui a créé un langage extraordinaire, qui est le langage de l'investissement durable, et donc toute une problématique complexe qui d'ailleurs n'est pas terminée, puisqu'on va adopter, alors vous allez m'en parler, on va adopter des normes en matière de reporting environnemental. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que je n'ai pas le sentiment que la qualité de l'information, qu'elle ait été l'ancienne, financière, etc., et qu'elle soit nouvelle, et se soit beaucoup améliorée. J'ai même plutôt l'impression qu'il y a un vrai sujet d'intégrité générale du système, si vous voulez. Alors oui, parce que, alors pour plein de raisons. La première, c'est que finalement le problème initial qu'on avait en France et qui maintenant va être européen, c'est que face à l'idée de devoir réguler des façons de produire telle ou telle chose, les États reculent, c'est pas il y a du temps. Donc du coup, ils se disent, ils ont choisi un plan B qui est assez compliqué, qui consiste à dire on va faire des obligations de reporting molles, parce que franchement il n'y a pas beaucoup de sanctions. Et donc pour essayer de se rendre les plus belles possibles pour ce reporting, les entreprises vont faire des stratégies formidables de façon incitative. Alors en France ça fait 20 ans qu'on essaye, donc on a 20 ans de recul, ça ne marche pas. Et toutes les études qu'on a pu faire montrent que c'est toujours la même chose. On a un groupe de leaders qui font des choses formidables, et comme ils sont partis, ils continuent, ils se développent, etc. On a un groupe alors en anglais Lagarde, mais enfin en gros de gens rétifs qui de toute façon feront rien et qui normalement devraient mourir bientôt, puisqu'ils sont pas du tout alignés avec tous ces sujets-là. Et puis le gros des troupes, c'est une espèce de ventre mou, on est autour de la moyenne, on fait un peu mais pas trop, on attend que la régulation change, on observe. Et donc par ce type de dispositif, on a forcément ce résultat-là. Et entre-temps, comme les entreprises étant ce qu'elles sont, elles essaient d'être le mieux notées possible, donc elles répondent à des questionnaires, donc elles s'organisent pour montrer leur meilleur profil, ce qui est aussi normal. Mais tout ça on a aujourd'hui un big data pas normé de ESG. Alors on a des données ESG, en veux-tu, en voilà. Mais dès qu'on fait mais qui sont en plus tellement pas normées qu'elles sont très difficilement analysables par des algorithmes, parce qu'en fait les mêmes mots n'ont pas le même sens. En plus, donc vous ne pouvez pas vraiment faire, par exemple durable, c'est quand même un mot valise qui n'a aucun sens. Donc si vous paramétrez un algorithme pour lui dire si tu trouves, alors le mot biodiversité ça va un peu mieux, ou le mot climat, mais enfin bon, globalement tous les gens qui tâtonnent un peu sur l'usage d'algorithmes pour traquer ce genre de choses, parce qu'en fait il y a une production, une inflation de production. Lui, il y avait 3 rapports de développement durable qui se battaient en duel. Là, c'est un truc complètement délirant, qui mobilise des équipes entières, alors que c'est rarement aligné sur une stratégie réellement de transformation. Et en fait, alors peut-être que ça va venir, et j'espère plus rapidement que ça me semble être le cas aujourd'hui, mais l'idée c'est qu'on devrait être là en 2023 dans une phase de pilotage stratégique, non pas des données ESG, mais de la stratégie qu'on donne à l'entreprise pour faire face aux temps difficiles. Alors ce qui me fascine quand je vous entends, c'est que j'ai le sentiment que vous parlez comme devraient parler des investisseurs, si vous me permettez. Parce qu'on n'entend jamais un investisseur se prononcer sur ces questions-là. Moi, je suis fasciné depuis des années sur le fait que les investisseurs ne se battent pas contre leur vol, leur argent, qu'ils ne font jamais de procès quand les patrons s'en vont avec la caisse, qu'ils trouvent ça normal que les commissaires aux comptes aient menti grossièrement. Bon, et sur cette question de l'environnement, on ne les entend pas. Alors si, on entend certains fonds spécialisés qui disent qu'ils sont extraordinaires. Alors, mais les assemblées générales de 2023 étaient très intéressantes de ce point de vue-là, parce qu'il y a quand même eu d'énormes incidents, que ce soit à Shell, plus particulièrement chez les pétroliers, mais qui montraient un monde là aussi clivé. C'est-à-dire avec des actionnaires qui sifflaient les activistes environnementaux qui posaient des questions parfois assez techniques. À la fin, je me souviens, ça doit être chez Total, où il y a une représentante de plusieurs investisseurs, d'une coalition d'investisseurs, qui a fini par dire aux gens qui la sifflaient, écoutez, à moi toute seule, je pèse beaucoup plus lourd que vous tous. Parce qu'en fait, l'autre sujet, c'est que les investisseurs présents dans les allées sont rarement détenteurs de la majorité du capital. Oui, non, mais l'Assemblée générale reste un grand désordre. C'est vrai qu'on est, et c'est pour ça, c'est intéressant. Sacrificiel. Quand on voit la résistance des entreprises à l'idée même de faire encadrer leur Sound Climate, qui serait juste d'expliquer leur stratégie climat à leurs actionnaires, ce qui est quand même minimum, j'allais dire, aujourd'hui. On voit bien qu'il y a un problème et il y a une idée de... Enfin,
Il y a une culture qui a du mal à changer. Alors expliquez-nous le travail que est en train de faire M. Faber avec les IFRS. Enfin, alors, expliquez-nous ça. En fait, il y a une énorme bagarre. Enfin, ce qui est malheureusement un schéma qui se répète, c'est-à-dire que globalement, on est dans la caricature des Européens qui travaillent pendant 20 ans à construire quelque chose, et à la fin, c'est les Américains qui prennent le business et qui développent la chose au moment où ça devient rentable, quoi. À peu près, on est là-dessus sur les normes ESG. Donc l'idée du plan d'action européen, c'était de se dire, bon, évidemment, il faut qu'on ait, alors, avec la taxonomie, un référentiel commun, et puis évidemment qu'on puisse uniformiser et standardiser le reporting des entreprises avec un choix très européen, c'est-à-dire très complexe, de normes assez peu lisibles, mais techniquement super fiables. D'accord. Et surtout basées sur ce qu'on appelle la double matérialité. Alors ça veut dire quoi? Très simplement, qu'on regarde à la fois les impacts que le changement climatique, par exemple, peut avoir sur un business model, typique le pétrolier. Oui. On se dit, bon, son business model n'est pas très compatible, donc à un moment, ça ne va pas aller. Versus, est-ce que, c'est pour ça qu'on parle de double matérialité, l'autre impact, quel est l'impact des activités de l'entreprise sur le dit changement climatique. Si on reprend un pétrolier, évidemment, plus il va développer des nouveaux gisements, plus il va contribuer au changement climatique. Donc là, il est doublement mal noté. Ce que porte donc, alors en plus on sait que sur le plan des marchés financiers, c'est les normes IFRS qui l'ont emporté, et très largement. Donc les Américains ont imposé leurs standards aux Européens. Ils s'y sont pris très à l'avance, puis ils ont créé l'International Sustainable Standard Board, qu'ils ont, malin en termes de communication, ils ont demandé à Emmanuel Faber, ancien dirigeant de Danone, de porter le standard, qui a été lancé là avec l'idée d'en faire le standard global, et lui, il n'est basé que sur la matérialité. C'est-à-dire qu'il n'est basé que sur les risques financiers que font courir les risques environnementaux, sociaux ou de gouvernance aux entreprises. Donc, dans une optique service aux actionnaires, au fond. Dans une optique service aux actionnaires. Classique. Et voilà, dans une optique surtout. Mais là, ça a au moins le mérite de la franchise. Parce que ça alors, sauf que c'est pas forcément toujours présenté comme ça. Oui, non, mais je ne sais pas. Mais ce que vous m'expliquez, si vous voulez, c'est que la simple matérialité, c'est l'impact sur l'entreprise elle-même. Bon. Alors, il y a deux risques. Mais ça comprend tout, parce qu'il y a tout de même aussi des risques de réputation qui sont là-dedans, quelque part. Alors, les risques de procès. La simple matérialité chez Total, ça va être beaucoup de problèmes tout de même liés au fait qu'ils sont déjà là. Ils sont, voilà. Mais, alors, la simple matérialité, évidemment, est intéressante. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il suffit de discuter avec des dirigeants économiques ou financiers, tout le monde a accepté l'idée qu'il fallait décarboner. Personne ne sait très bien comment, mais il faut décarboner. Bon. Et puis j'allais dire full stop. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'une fois qu'on aura décarboné, tout sera réglé. Et donc, l'ISSB pose le problème aussi de se dire, bon, bah, une fois que les actionnaires ont 2-3 informations sur le risque climatique et qu'on ait le choix des arbitrages en fonction de ça, tout sera réglé. Ben non. Non. Puisque le problème, en fait, de l'intérêt de prendre en compte la double matérialité, et donc plutôt de préférer les standards de l'EFRAG, qui sont assez mal partis à l'heure actuelle, c'est bien de se dire comment je réduis. En fait, l'objectif et l'analyse de l'ESG à laquelle on doit arriver, c'est de se dire, je prends l'activité à l'instant T de l'entreprise, quelle qu'elle soit, je regarde quels sont ses impacts positifs et négatifs, il y en a toujours. Évidemment, il faut mieux que le solde soit en faveur des impacts positifs, mais le vrai sujet, c'est quelle est sa stratégie. Est-ce qu'elle va maximiser ses impacts positifs et minimiser ses impacts négatifs ou pas? Si on regarde que la matérialité et vous dites j'ai une super stratégie de décarbonation, je trouve je ne sais quel process pour faire je ne sais pas quoi, vous dites avec cette grille de simple matérialité, ben voilà, j'ai réglé le problème, je suis passé, je dis n'importe quoi, du fossile à l'hydrogène, donc il n'y a plus de problème. Or, en général, surtout sur les processus industriels, il vous reste toutes les pollutions environnementales, il vous reste toute la destruction d'un certain nombre de choses. Et il y a absolument aujourd'hui, par exemple, un des plus grands risques, c'est l'absence vraiment réelle de consensus sur la transformation de l'agriculture. Et ça, tant qu'on ne touche pas à l'agriculture, et la taxonomie n'a pas pu intégrer l'agriculture, et le Green Deal est plus que mal parti, et on pourra faire tout ce qu'on veut, aucune chance d'atteindre les objectifs climat, aucune chance d'atteindre les objectifs biodiversité. Là, vous partagez un catastrophisme d'experts que je partage d'ailleurs. Et ça, c'est vrai que moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est le brouillage du message. C'est-à-dire que là, on discute entre gens qui connaissent ces sujets, qui les suivent, etc.
Mais le bruit médiatique, il est sur, encore une fois, les éco-terroristes, il faut défendre l'agriculture qui nourrit le monde, etc. Enfin, on a eu aujourd'hui une place donnée aux semeurs de doute. On a quand même encore même de la place pour les climato-sceptiques. C'est vrai. Je viens vous dites, en 2023, moi jamais j'aurais imaginé il y a 20 ans qu'ils auraient encore pignon sur rue. Et en fait, on n'arrive pas, et vraiment c'est très compliqué, d'arriver à ramener le débat scientifique en disant on pose les éléments du débat et après on décide ce qu'on fait. Mais moi, je reste plus optimiste que vous, si vous voulez, même si je ne sais pas qui gagnera de l'EFRAG ou de l'EFAS, mais il y a une normalisation qui se fait, donc qui peut être utilisée dans le bon sens. Quelle que soit la norme qui l'emportera, ça va tout de même dans le bon sens. Il y a un gros travail qui est fait. Mais alors, c'est lourd, toujours pareil. C'est très lourd, mais bon. La question, c'est la vitesse à laquelle on fait. C'est-à-dire que moi, je dis souvent en ce moment qu'il y a un effet de ciseau. C'est-à-dire que vous avez une montée en puissance de la matérialisation des impacts du changement climatique entre les problèmes de sécheresse, les problèmes d'inondation violente, les problèmes d'électricité. Là, depuis 18 mois, en Europe et aux États-Unis, on a vraiment la démonstration de comment il va falloir vivre maintenant. L'adaptation est à peine entrée dans le vocabulaire. C'est vrai. Donc ça, on a la courbe qui monte. Et alors la courbe qui descend, c'est la capacité d'avoir à des points déterminants de dirigeants, des gens qui poussent une vision claire, nette et précise de vers quoi il faut aller, comment et de quelle façon. Ça n'est pas simple. Mais c'est pas la question en fait. C'est que tant qu'on n'aura pas, par exemple, la manifestation de cette indigence, pour moi, c'est la campagne 2022. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on demande à un électeur, qu'il soit français ou autre, de répondre à la question quel modèle voulez-vous. C'est pas le sujet. C'était pas le sujet. Bah, c'est bizarre. Un problème de pays. Alors, qu'est-ce que vous pensez maintenant des investisseurs, alors des investisseurs à thème ou des investisseurs à conviction, puisque, comme vous savez, Éthique et Investissement se rassemble une série d'investisseurs de congrégations religieuses qui se préoccupent de la marque chrétienne de leur démarche. Et comment est-ce que vous voyez cet aspect des choses dans ce jeu mondial de l'investissement responsable? Alors, de ce point de vue-là, la France a toujours eu une position un peu particulière, puisque la plupart des promoteurs de l'investissement socialement responsable français étaient farouchement hostiles à, en général, l'investissement d'obédience religieuse implique des exclusions. C'est-à-dire que pour aligner vos valeurs avec les valeurs, il faut dire je ne veux pas investir dans telle ou telle chose, etc. On peut faire du positif. Oui. La première vous avez le sentiment que ça avait été essentiellement la caractéristique. La caractéristique, c'était l'exclusion. Oui. Alors oui et non, incarné par Sir Nicole Ray et son fameux « Je suis allé voir Pharaon », non. C'est vrai qu'il y avait en France des figures qui sont à l'origine d'éthique et investissement, qui avaient une autre dimension et une autre vertu. Mais le fait est qu'en France, ça n'a jamais eu un destin que ça a ailleurs. Dans d'autres pays d'Europe, en particulier, je pense aux Pays-Bas et aux pays du Nord. Oui, en Angleterre aussi. Et puis, il y a eu toujours une assez grande logique dans la religion protestante, par exemple, sur le fait qu'on utilise l'argent pour d'autres fins et qu'il n'y a pas de problème. Catholiques ont une relation à l'argent particulière. C'est assez original. Voilà. Et donc, du coup, et puis on avait vraiment le gros des sociétés de gestion qui ont développé l'investissement responsable dans les premières années du siècle, on va dire, l'ont fait avec une aversion à l'exclusion. Vraiment, je me souviens d'une déclaration extrêmement violente. Là-dessus, il y a eu en plus une irruption à un moment d'un peu de finance islamique, tout ça. Donc, en gros, oui, c'est vrai, oui. Donc ça a été étouffé dans l'œuf aussi. Ça n'existe plus du tout, d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, là, pour moi, d'abord, j'en réentends parler d'éthique beaucoup. C'est-à-dire qu'on est en train de s'apercevoir qu'en fait, on ne fera pas ce changement qui est indispensable si on ne fait pas appel à l'éthique des dirigeants, des investisseurs, etc. C'est-à-dire que la question qui est posée aujourd'hui, finalement, c'est de se dire, est-ce qu'en toute connaissance de cause, je vais continuer à investir dans des entreprises destructrices de l'environnement ou destructrices de la main-d'œuvre? Parce que c'est les questions qui étaient posées entre 2000 et 2005. Et ces questions reviennent. Parce qu'effectivement, il y a une espèce de grand vent climatique où on a eu l'impression que le climat était une variable scientifique qu'on pouvait intégrer dans les modèles algorithmiques, pour faire simple, parce que c'est le seul phénomène environnemental sur lequel on a une unité de mesure.
Mais ça, c'est une illusion. Donc là, maintenant, on est à nouveau en train de se dire, finalement, à la fin du fin, ça doit être un arbitrage humain et pas algorithmique, qui est de se dire, est-ce que vraiment on veut aller là ou pas là. Et donc on revient à des logiques qui sont celles des approches type éthique et investissement. Et sur l'engagement, alors je ne sais pas si vous avez lu le papier qui est sorti au Vatican, qui s'appelle Mensuram Bonam, qui insiste sur deux aspects des choses, qui sont les portefeuilles répartis de façon aussi sélective que possible sur des valeurs qui correspondent à l'idéal chrétien des investisseurs en question. Mais de l'autre côté, il y a aussi l'idée qu'il faut absolument que les investisseurs soient engagés et qui rentrent dans le chou, si je puis dire, des entreprises pour dire, voilà, nous on trouve que ça, il faudrait mieux faire ça comme ça, etc. Est-ce que vous les avez vus à l'œuvre, ces engagements, ou pas du tout pour l'instant? Alors oui, et en fait, il y a deux stratégies, parce qu'il y a plusieurs pratiques d'investissement responsable. Et il y a deux stratégies qui probablement vont prendre de la puissance. C'est l'engagement actionnarial d'un côté, parce que finalement, les choses ne bougent pas assez vite et pas assez fort. Et en plus, quand on sort des entreprises les plus visibles, admettons les entreprises pétrolières, c'est quand même sous pression. Les autres sont très calmes, hein. Les fabricants, les chimistes, etc. C'est pas l'extraction. Voilà, non, ça, les minières, pareil. Donc, du coup, on a un vrai problème de dimension. Et donc, si on a connaissance de l'ampleur des problèmes, évidemment, l'engagement actionnarial est un élément. Ce qui est intéressant, on a par exemple regardé les votes des résolutions climat, et il y a quand même, j'ai vu passer là les votes négatifs d'une société de gestion, on a quand même une montée en puissance du vote négatif. Ça se compte à 2 chiffres, hein, donc il y a des 25, 30, 45% d'opposition, etc. Et donc ça, c'est quand même un signal fort qui augmente d'année en année. Et on a certains investisseurs, je pense à l'Ircontec par exemple en France, qui, quand ils sont vraiment opposés à la stratégie environnementale, votent contre les... Alors, c'est des petits, mais d'abord ils ont capacité à en engager d'autres. Et puis ça commence à lancer ce mouvement qui est de dire, écoutez, on n'est pas une foule bêlante qui applaudit à tout ce que vous faites. S'il y a un problème, on vous le dit. Si vous ne voulez pas l'entendre, et bien à ce moment-là, on ne vote pas les conventions réglementées dont vous avez besoin. Donc ça, c'est un point important. Et l'autre démarche, on va sortir une étude à la fin de l'année là-dessus, c'est en particulier ce qu'on appelle le best effort. C'est-à-dire que finalement, là, on est dans un concours de beauté depuis 20 ans où l'entreprise, où il y a les entreprises les plus sympas, etc., qui sont d'ailleurs toujours les mêmes. Bon, après, il y a du changement. Par exemple, Danone était la chérie, là, c'est plus du tout. Là, c'est Schneider Electric, la chérie, etc. Voilà. Donc, la Miss France de l'année. Mais en revanche, là, on va entrer dans une période beaucoup plus compliquée où la question, c'est de savoir est-ce que oui ou non, telle ou telle entreprise est dans une transition solide, crédible et opposable. Et donc, dans ce cas-là, on va changer déjà de mode d'analyse. Et du coup, la stratégie best effort, qui consiste non pas à avoir le portefeuille des plus jolies mensurations ESG, mais bien d'aller regarder justement des entreprises qui ont des vrais gros risques industriels, environnementaux ou autres, et de se dire, ce qu'on regarde, c'est leur plan de transition. Donc, on vous promet, quand vous investissez dans ce fonds, qu'on investit dans celles qui font le plus d'efforts pour limiter leurs impacts négatifs. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, quand on regarde l'effort et la direction, on attaque une dynamique et on voit les choses. C'est malin, puisque c'est le fait de se dire aujourd'hui, en termes de risque, y compris en termes d'analyse financière. Ça exclut l'exclusion, si je puis dire, en plus. Alors, oui, après, en général, maintenant, on combine plein de choses. Mais c'est quand même intéressant. Alors, c'est plus compliqué à vendre à des investisseurs non avertis, parce que du coup, ils vont se dire, mais pourquoi il y a telle et telle entreprise pas l'air très vertueuse. Mais en même temps, ça peut, si c'est bien vendu, ça peut être un côté où on s'attaque aux sources du problème. D'accord. Et parlez-moi de ce que fait Novetic avec l'étranger, avec les Européens. Vous avez des alter ego, comment ça se passe? Alors on n'a pas vraiment d'équivalent vu de la totalité de la palette, mais on est en échange, alors évidemment avec tout le réseau des labellisateurs européens, puisqu'on reste un labellisateur de fonds verts. On a beaucoup d'échanges sur le côté de nos études qui sont transmises, etc. Ce qui est sûr, c'est que le Covid, en refaisant de la balkanisation des États,
à casser une dynamique Casser pas mal européenne. de choses, Ouais. oui, j'ai Et l'impression donc, que c'est- à casser déjà les événements internationaux qui servaient de de rendez-vous. soudure, j'allais dire. Oui, de rendez-vous, bien sûr, oui. C'est vrai que là, en plus, le Royaume-Uni était l'autre pays un peu fort de tous ces Oui, sujets. et là, ils ont un petit Donc peu- là, ils font bande à part, Oui. on ne sait pas très bien ce qu'ils fabriquent d'ailleurs. Oui, c'est assez terrible. Donc là, personnellement, j'ai un peu le deuil de cette Oui. dynamique européenne Oui, qui je s'était comprends, enclenchée oui. entre Oui, oui. 2015 et 2020. Et en tout cas, là, tout de suite maintenant, je ne la vois pas bien Oui, reprendre. Mais d'accord. on ne sait jamais. Donc on va voir effectivement. Ça dépend, je pense que ça dépend vraiment du résultat des élections. Est-ce de que 2024. Novetic, dans ses sites, a des pages qui peuvent directement intéresser nos gérants, enfin nos gérants de collègues de congrégation En fait, c'est plutôt le média parce que dit essentiel de la finance durable, c'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, Novetic, Oui, alors normalement, d'ici la fin de l'année, on aura une nouvelle plateforme où ce sera beaucoup plus fluide. oui, Mais en l'état actuel des choses, on a donc Novetic média grand public où il suffit de laisser un mail pour être inscrit à une newsletter, ce qui permet d'avoir une culture générale. Mais pour l'aspect finance et suivre en particulier l'actualité européenne qui est quand même très très riche, puisqu'il y a un test qui sort tous les 15 jours, 3 semaines, là on a une plateforme sur abonnement qui s'appelle L'Essentiel. l'essentiel et avec laquelle il sur faut savoir. D'accord. Voilà.